Jeter que de poisson. Je voulais remercier François Mulder d'avoir organisé cette soirée, vous remercier d'être venu. C'est une soirée qui est consacrée au TAVI. Alors, elle est consacrée en fait aux indications actuelles aux indications actuelles dans le traitement du rétrécissement aortique calcifié serré. Et à faire la part entre ce qui peut revenir à la chirurgie et ce qui peut revenir aux voies transcathétaires. Alors je voulais d'abord vous montrer ce qu'on voit rarement, enfin ce que vous voyez rarement, sans doute, c'est un rétrécissement aortique calcifié. Sur une vue opératoire, le haut, enfin, l'arrière du patient est en haut, l'avant est en bas. Donc vous voyez une valve aortique calcifiée, ce que c'est, alors qu'en réalité, on voit beaucoup mieux là. Qu'en réalité, la valve aortique, c'est une valve pellucide extrêmement fine et son orifice fait à peu près 3 à 4 cm² normalement. Et vous voyez cette valve qui est complètement calcifiée, là c'est une bicuspidie aortique. Il y a deux commissures qui sont les deux commissures normales, et puis ici il manque une commissure et il ne reste plus qu'un râpé. Et on comprend très bien que cette valve qui a perdu toute sa souplesse ne puisse plus bouger normalement. Et qu'en fait, on se retrouve avec au lieu d'avoir un orifice qui s'ouvre de cette taille, avec un orifice de cette taille, en général, ils sont figés, tout ça ne bouge plus. Et on a donc juste un orifice de cette taille qui permet au sang de sortir du ventricule gauche. Souvent, la valve se ferme mal aussi, parce qu'elle reste figée dans cette position. Et donc, il y a une insuffisance aortique qui accompagne assez souvent le rétrécissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la proximité. Les ostia coronaires, l'ostia coronaire gauche est ici, en arrière, on ne le voit pas parce qu'il est derrière, sous ce repli. Et l'ostia coronaire droit est ici, et l'ostium coronaire droit est ici. Vous voyez la proximité de la valve aortique des calcifications. On comprend aussi que ces calcifications puissent emboliser, et on se demande comment quelqu'un a pu oser faire des angioplasties sur ces valves, et ensuite avoir le courage de mettre une valve à l'intérieur de cette valve, genre d'un tel. Dernière chose, on définit un rétrécissement aortique calcifié pour une surface aortique inférieure à 1 cm². Donc vous voyez, là, on est largement dans ce critère. Alors pendant très longtemps, pendant les 50 dernières années, le rétrécissement aortique calcifié était traité par chirurgie, vous voyez, par une chirurgie conventionnelle, par sternotomie, sous circulation extracorporelle, avec un cœur arrêté par de la cardioplégie. Et vous voyez là, on met une bioprothèse qui est mise en place. Les premiers rétrécissements aortiques ont été faits au début des années 60, les premiers remplacements valvulaires aortiques. Pendant toutes ces décennies, il y a eu énormément de progrès, alors qu'au début la mortalité approchait les 25%. Il y a eu des progrès qui ont concerné l'anesthésie, la protection myocardique, la technique chirurgicale elle-même, les prothèses qu'on utilise. Et donc actuellement, on a une mortalité opératoire à 30 jours qui est inférieure à 3% globalement. Et chez les patients qui sont ceux en meilleur état, qui n'ont pas de comorbidité, cette mortalité est inférieure à 1%. Le risque d'accident vasculaire cérébral global est de 1,5%. Mais le risque d'accident grave qui reste des séquelles est très faible, probablement inférieur à 0,5%. Ça, c'est en ce qui concerne les résultats immédiats post-opératoires. Cette diapositive vous montre les résultats à distance. Vous voyez qu'à 15 ans, sur la courbe d'en bas, la mortalité, enfin, la survie à 15 ans est d'environ 50%. Par contre, ça c'est la mortalité globale des gens qui ont été opérés. Elle comprend les décès qui sont de cause non cardiaque, des gens qui ont pu mourir d'un accident, d'un cancer ou d'autres pathologies. En haut, vous avez la mortalité relative à la pathologie cardiaque. Et vous voyez qu'à 15 ans, il y a environ 80%, peut-être un peu plus, de gens qui survivent.
Et on peut dire que ça, ils retrouvent une espérance, les gens opérés retrouvent pratiquement une espérance de vie de la population normale. Ça, c'est une diapositive qui vous montre les résultats chez les gens de plus de 80 ans, puisque une grande majorité des patients qu'on opère maintenant a plus de 80 ans. Vous voyez que la mortalité, évidemment, la survie, pardon, à 8 ans est plus basse chez les gens de 80 ans par rapport à la mortalité globale, mais à 8 ans, on voit que la survie est un peu supérieure à 50%. Et quand on sait que l'espérance de vie à 80 ans est de 7 ans, et à 85 ans est de 5 ans, on s'aperçoit que la survie après un remplacement valvulaire, enfin l'espérance de vie après un remplacement valvulaire aortique chez les personnes âgées est exactement la même que celle de la population des personnes qui n'ont pas été opérées, enfin de gens qui n'avaient pas de rétrécissement aortique. Alors malgré tous ces progrès, la chirurgie avait ses limites et il y avait un certain nombre de malades pour lesquels on estimait qu'elle était soit contre-indiquée, soit à trop haut risque. C'était les patients très âgés. Alors qu'est-ce qu'on appelle très âgés? C'est probablement, on parlait de gens très âgés il y a quelques années, on disait 80 ans. Maintenant, probablement, c'est au-delà de 85 ans, bien qu'on opère régulièrement des gens qui ont plus de 85 ans. Une contre-indication qui pour nous est formelle, ce sont les hépatopathies graves, et en particulier les cirrhoses décompensées avec varices œsophagiennes. Ça, c'est une contre-indication absolue, à notre sens. L'insuffisance respiratoire rénale sévère est une contre-indication qui peut être relative. Par contre, les troubles cognitifs, et en particulier les maladies d'Alzheimer débutantes, sont une contre-indication également relative. On prend en compte aussi la fragilité des patients, leur dénutrition, les patients qui ont une mobilité réduite, l'altération de la fonction ventriculaire gauche, et puis le fait que certains patients aient un thorax dit hostile, c'est-à-dire pour lequel la sternotomie risque d'être compliquée de retard de cicatrisation, en particulier les gens qui ont une irradiation médiastinale. Chez toutes ces personnes, quand les comorbidités coexistent, il est évident que la chirurgie peut ne pas être indiquée. Alors, on a aussi des contre-indications techniques à la chirurgie. Ici, vous voyez, c'est une aorte ascendante entièrement calcifiée. On voit ici la reconstruction des calcifications. Comme nous, on a besoin de clamper cette aorte pour faire la chirurgie, de l'ouvrir, donc de faire une aortotomie. Ça, c'est une contre-indication absolue à la chirurgie conventionnelle. On a aussi de plus en plus de malades qui ont des rétrécissements aortiques et qui ont été opérés de pontage coronarien précédemment. Et on est très attentif au fait qu'il arrive assez souvent que l'artère mammaire interne, qui a été utilisée lors du pontage, passe juste en arrière du sternum et donc a de fortes chances d'être blessée pendant la chirurgie opérative. Et ça pose des problèmes techniques qui peuvent être extrêmement complexes. Et donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans les décisions d'indication chirurgicale. On a aussi un certain nombre de malades, vous voyez, qui ont des bioprothèses dégénérées. Jusqu'à maintenant, la chirurgie était la seule possibilité, et vous verrez tout à l'heure qu'on peut mettre des valves à l'intérieur de ces valves par voie de cathétérisme cardiaque. Donc la soirée est consacrée non pas à la chirurgie, mais au TAVI. TAVI, ça veut dire Transcatheter Aortic Valve Implantation. Le principe, vous le connaissez bien sûr, c'est par l'intermédiaire d'une voie d'accès périphérique, ou des fois centrale, on en reparlera, mais en général par l'artère fémorale, de monter un cathéter jusque dans l'aorte ascendante, ici, de franchir la valve aortique. Et sur ce cathéter, il y a une valve qui est sertie sur le cathéter, et donc quand on gonfle un ballonnet à l'intérieur, à l'intérieur de la valve aortique, la valve est implantée en refoulant en périphérie la valve native. Donc si vous vous souvenez de la première diapositive qui vous montrait les calcifications, vous voyez que c'était assez téméraire de gonfler dans ces calcifications une valve, et pourtant ça marche bien.
Alors, le premier tavis a été fait, le premier qui a eu le courage de faire ça, a été fait par un Français qui s'appelle Alain Crivier, à Rouen, en 2002. Ça a été le premier cas mondial. C'était un cas compassionnel chez un patient qui était absolument inopérable, qui, je crois, Pierre Meyer me l'avait dit, avait un cancer. Donc, il a fait exactement la procédure que je vous ai montrée tout à l'heure avec la valve, qu'il a inventée, qu'il a développée. Ensuite, ça c'est la valve de Crivier, qui a été ensuite reprise et vendue au laboratoire Edwards. Et puis se sont développées d'autres valves. Actuellement en France, on utilise deux valves, donc la valve de Crivier et une autre valve qui est la valve de Medtronic, Corval Medtronic. Vous voyez qu'il y a une configuration complètement différente. La différence entre les deux valves, c'est que la valve d'Edwards est, comme on dit, balloon expandable, c'est-à-dire qu'elle est sur un ballonnet que l'on gonfle, comme je vous le montrais tout à l'heure. L'autre, par contre, est à l'intérieur d'un cathéter, et quand on retire le cathéter, elle est auto-expansive. Elle est en fait en nitinol, et grâce à la chaleur du sang, elle s'expand et progressivement reprend une taille normale, alors qu'elle avait été complètement comprimée dans un cathéter de cette taille. Donc vous voyez la différence essentielle entre ces deux valves. Pierre Meyer et Laurent Androgouz vous diront tout à l'heure quelles sont leurs indications respectives techniques. Je vous disais tout à l'heure que la voie d'abord de prédilection qui est employée à chaque fois qu'elle est possible, c'était évidemment le cathétérisme fémoral, percutané, sans abord chirurgical de l'artère. Historiquement, la voie transapicale par une thoracotomie et ensuite en faisant une bourse sur la pointe du ventricule gauche a été utilisée lorsque la voie fémorale était impossible, essentiellement pour des raisons d'artériopathie des membres inférieurs. En fait, la voie transapicale, bien qu'elle soit encore très utilisée en Allemagne, a été progressivement abandonnée parce que faire une suture sur le cœur, battant sur des tissus fragiles de personnes âgées était, à notre sens particulier, pas seulement au nôtre, mais au sens des chirurgiens, plutôt risqué. Il y a d'autres voies qui progressivement sont apparues, d'autres voies d'abord. La voie transaxillaire, qui est assez utilisée. La voie transaortique directe, par une mini-sternotomie. Et puis on utilise aussi, on l'a utilisé ici quelques fois, la voie carotidienne, par le carotide interne. Donc vous voyez, avec l'ensemble de ces voies d'abord, il est rare qu'on puisse récuser pour des raisons techniques d'impossibilité d'abord la possibilité de faire un tavis. Donc nous, chirurgiens, on a été très contents de voir apparaître cette technique parce qu'elle répondait à un besoin. Il y avait des malades qu'on ne pouvait pas opérer et qu'il fallait bien pouvoir traiter. Donc voilà, voilà les algorithmes qui sont apparus avec l'apparition du tavis. Vous voyez que chez les malades qui avaient un rétrécissement aortique calcifié serré, l'intention thérapeutique première est une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Il faut évaluer le risque opératoire, donc on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais le risque est évalué en tenant compte des comorbidités, on utilise des scores, et ensuite, s'il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie, on procède à la chirurgie. Et s'il y a une contre-indication, alors qu'avant on n'avait rien, maintenant on a la possibilité d'utiliser le tavis en utilisant la voie fémorale ou les autres voies d'abord dont je vous ai parlé. Donc vous voyez que le traitement de la valve aortique maintenant ne s'adresse plus seulement aux chirurgiens, mais fait appel à ce que l'on appelle le heart team, c'est-à-dire une équipe qui va juger de la meilleure indication à appliquer à chaque patient individuellement. Cette équipe, ce sont des chirurgiens, des cardiologues, des anesthésistes, des fois des spécialistes d'autres spécialités, en particulier des neurologues, des gériatres, qui peuvent évaluer le patient sur le plan cognitif. Évidemment, on a besoin d'imagerie, et ça on vous en reparlera.
Et donc, à l'intérieur de nous, ce qui nous semble, c'est que comment dire, ce Heart Team a fait considérablement progresser ici, à l'Institut Arnould-Sank, les relations entre chirurgiens, cardiologues, anesthésistes, et on a été très heureux de le voir se développer. Vous voyez que la nécessité de discuter les malades de façon pluridisciplinaire, dans des réunions formalisées, est une recommandation de classe 1, c'est-à-dire une recommandation impérative dans les recommandations des sociétés européennes de cardiologie. La deuxième recommandation, c'est que le TAVI ne peut être fait que sur les sites où il y a la chirurgie cardiaque sur place. Et que la troisième recommandation, c'est que les patients qui ont un rétrécissement aortique symptomatique et qui ne sont pas suffisamment bien pour être opérés doivent être évalués par ce Heart Team pour décider des possibilités de traitement. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que ça n'est ni le patient, ni le cardiologue, ni le médecin traitant qui décide du TAVI, c'est l'équipe qui décide du TAVI. Donc, on ne peut pas avoir d'indication de complaisance d'une certaine façon pour le patient qui dit « moi, je voudrais avoir un TAVI parce que je veux que ce soit moins invasif ». Ça ne se passe pas comme ça et c'est absolument une décision collégiale d'une équipe et pas à la discrétion des patients ou de leurs médecins. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je laisse la parole à Pierre. Si vous avez des questions. Des questions à la fin. Est-ce que vous